C'est l'un des joyaux de l'architecture médiévale provençale, classé au titre des monuments historiques, niché au cœur du Var, au beau milieu de la forêt. L'abbaye du Toronnais fascine maintenant depuis près de 9 siècles. Bâtie au XIIe siècle, en 80 ans seulement, elle exprime à elle seule l'essence même de l'art cistercien, fait de pureté des lignes, de silence, de dépouillement et de spiritualité sonore. Véronique, quelles sont les origines de cette abbaye ? Alors c'est une abbaye qui est fondée en 1147 à l'initiative du comte de Barcelone, qui confirme cette année-là la donation de tout un ensemble de terres pour offrir à une poignée de moines cisterciens un immense territoire. Et là, c'est l'une des 3 abbayes cisterciennes de Provence, c'est ça ? Oui, c'est la première. Il reste aujourd'hui celle qu'on nomme les 3 sœurs provençales. Donc le Toronnais en premier chef, Sylvacane près d'Aix-en-Provence et Sénanque vers Gordes. Et toutes 3 fondées à quelques années d'intervalle au milieu du XIIe siècle. Mais qu'est-ce qu'une abbaye cistercienne ? Alors, c'est une abbaye qui fait partie de l'ordre cistercien, fondée en 1098 en Bourgogne, dans le but de revenir à une très stricte application de la règle de Saint-Benoît, qui date du début du VIe siècle. En quelques mots, c'est une règle qui met en avant les valeurs de pauvreté, d'humilité, sobriété et modération en toutes choses. Mais les 2 piliers de la règle, c'est ora et labora. Ah, on traduit très simplement. Et prière. Exactement. Ah oui. L'absence de portail central peut s'expliquer par le fait que nous sommes chez des cisterciens qui se coupent radicalement du monde extérieur, choisissent des lieux extrêmement isolés et donc dans le but de vivre une vie de prière et de méditation. Et il est hors de question de recevoir qui que ce soit venant de l'extérieur. D'accord. Et les 2 portes qui sont là, l'une, la porte nord, c'est l'entrée des frères convers justement, qui pouvaient passer par là pour assister aux offices le matin et le soir avant et après la journée aux travaux des champs, en restant au fond de l'église. C'était une façon de ne pas se mélanger aux moines. D'accord. Tandis que la porte sud, oui, c'est celle qu'on appelle la porte des morts. Alors c'est plutôt une porte de sortie. Oui, elle est bien nommée. Voilà, les dépouilles des moines défunts étaient transportées et passées par cette porte. Et elles étaient emmenées où, ces dépouilles ? Au cimetière, sachant que sur le passage, en direction du cimetière, se trouve l'enfeu, un dépositoire des morts pour la dernière bénédiction avant l'enterrement au cimetière. Tiens, c'est pas de la même taille, c'est un peu plus large là que là. Et oui, la tête se trouvait ici, côté ouest, et les pieds côté est. Il y a une fonction symbolique, c'est-à-dire que même au cimetière, les moines étaient enterrés, tête à l'ouest, pied à l'est, mais la tête relevée de manière à regarder l'est, qui symbolise, qui est en relation avec le soleil levant, donc ça symbolise la lumière, la résurrection. C'est exceptionnel d'avoir des enfeux comme celui-ci à l'extérieur, donc il se trouve que ça procède d'une dérogation, il a été accepté que les moines puissent faire bâtir cet enfeu afin que les gens de l'extérieur amènent leurs défunts pour une dernière bénédiction, ce qui en contrepartie de quelques subsides, bien sûr. Ah, c'était très intéressé. Voilà. Mais combien de moines vivaient ici ? Ça dépend des époques. La meilleure période de l'abbaye, ça n'est jamais que ce petit XIIIe siècle, entre la fin du chantier de construction et l'apogée cistercienne en Europe, où l'effectif maximum est atteint d'une 30aine de moines et d'une 40aine de frères convers. Mais quelle est la différence entre moines et moines convers ? Alors, les moines sont des gens issus de la noblesse et les convers de la paysannerie. Et on dit convers parce que convertis à la vie monastique. Donc les frères convers seront toute la journée à l'extérieur aux travaux des champs. D'accord. Alors que les moines non convers, eux sont complètement dévolus à la prière, la méditation, les activités intellectuelles. Mais est-ce qu'encore aujourd'hui, on a des religieux qui habitent ici ? Pas du tout. Les 7 derniers moines ont quitté les lieux le 1er janvier 1791. Il faut savoir que cette somptueuse abbaye a été construite en 80 ans et ça a dû être un travail titanesque parce que tout est en pierre et pas n'importe quelle pierre, la pierre locale. Oui, extraite sur le site. Oui. Et donc nous avons un calcaire proche du marbre dans sa structure. Donc une pierre très dure, très résistante à l'usure, ce qui est un des facteurs de la magnifique conservation de l'édifice. Il faut savoir que très rares sont les abbayes du XIIe siècle aussi bien conservées aujourd'hui. Mais ce qui est saisissant, c'est que quand on regarde ces murs, on a l'impression que les pierres se touchent, notamment là en dessous, cette arche, il n'y a pas de mortier, ça tient tout seul comme par magie. C'est un infime lit de chaux qui lie les pierres entre elles.
est tellement infime qu'on a l'impression qu'elles sont collées les unes aux autres. Et tailler une pierre comme celle-ci, c'est pas une mince affaire, hein. Oui. C'est une pierre qui éclate facilement quand on la taille. Mais comment ils ont réussi à faire cette arche quasi parfaite dans sa rotondité? Ah ben tout ça, c'est de la mathématique de haute voltige. Hein. Ah oui. Quand on est tailleur de pierre, hein, on a le compas dans l'œil. Et particularité du site également, c'est que nous avons dans les différentes pièces de l'abbaye des rochers affleurants. C'est-à-dire que c'est la roche même naturelle qui apparaît dans ces pièces. Et oui, ça n'a pas été une mince affaire de bâtir cette abbaye sur une sorte d'îlot rocheux très pentu et régulier. Donc on est à même la roche-mère. Donc on épouse le paysage vraiment naturel. Exactement. Ouais. L'édification de cette abbaye en fait se trouve très exactement au croisement de deux rivières et de deux sources. Et c'est pas étonnant si derrière moi il y a cet immense bassin, peut-être même d'autres, et puis de très très belles fontaines également. Oui, mais en fait l'abbaye donc est bâtie sur cette îlot rocheux, ceinturée d'eau à l'origine, donc de plusieurs sources et rivières. Le cours d'eau principal au nord étant utilisé aussi comme tout à l'égout. Mais alors, cette eau, elle est essentielle à la survie en fait des moines tout simplement. Ah ben complètement. Quand on investit en lieu radicalement isolé, la présence de l'eau c'est la base. Surtout dans cette région où le soleil, le cagnard peut être étouffant. Mais nous avions ici jusqu'avant-guerre un des plus gros débits d'eau de la région. Donc alors on imagine ce que ça devait être au XIIe siècle. Là, on est dans un univers de torrents de montagne quasiment. Sachant que les cisterciens choisissent des lieux très irrigués. Et on peut même dire qu'ils vont se révéler de véritables ingénieurs des eaux avant l'heure, donc très en avance sur leur époque pour amener l'eau courante au sein des abbayes en développant des systèmes de canaux, d'irrigation, des moulins à eau, des bassins de pisciculture. Et tout ça participe d'une économie agricole très très bien pensée et mise en œuvre. Alors il faut imaginer qu'au XIIe, XIIIe siècle, on avait comme ça des jardins clos avec des plantes médicinales. Oui, bien sûr. Bien sûr, la médecine se développe fortement dans les monastères. Il y avait jardins potagers, jardins fruitiers, jardins d'herbes médicinales. Les herbes sont utilisées aussi bien pour la cuisine que pour la pharmacopée. Mais précisément, quel genre de plantes médicinales on cultivait ici? Toutes les plantes pour soigner tous les maux, voilà, c'est ça, tous les petits bobos. Et même pas que les petits, les gros bobos aussi. Donc par exemple, on a des coquelicots. Une bonne tisane de coquelicots, ça vous aide à dormir. Je vois qu'il y a de la mauve. La mauve, c'est émollient, donc c'est aussi bien pour l'intestin que pour les yeux, pour calmer les irritations oculaires et associé au bleuet d'ailleurs également. On a plein de plantains. Alors c'est une plante, vous voyez une feuille comme ça longue, allongée, plantain qui est un cicatrisant. Et la chicorée qui est très bonne pour le foie. Mais là aujourd'hui, est-ce qu'on cultive encore des plantes médicinales ou plus du tout? Non, voilà. Mais par contre, on voit quand même dans ce qui ressurgit naturellement des restes. Exactement. Ah, les voilà, ces fameux rochers affleurants. Alors là, c'est très pratique parce que ça fait un petit siège naturel. C'est formidable parce qu'on a l'impression qu'ils servent finalement de fondation, de socle à ce qui se passe au-dessus. Oui, voilà, c'est la roche-mère qui affleure partout et ils ont composé avec la géographie du lieu. La Provence est romane, entre le XIIe et le début du XIIIe siècle. Donc on retrouve effectivement les voûtes en berceau, les arcs en plein cintre. Alors typique de tout cloître, nous avons toujours un carré verdoyant intérieur, un mini jardin on va dire. C'est un peu comme le poumon de l'abbaye finalement, non? Oui, c'est l'espace de circulation sur les différents espaces de vie. Mais également le lieu de promenade méditative des moines à différents moments de la journée, ou simplement pour venir lire, assis sur les bancs de la galerie sud. Jardin intérieur, au propre comme au figuré, espace de contemplation. Dans la vision architecturale cistercienne, le jardin intérieur, mieux qu'un jardin, ça peut être un désert. C'est la prison à ciel ouvert, le cloître, le claustrum en latin. Et si j'évoque une phrase de Bernard de Clairvaux, il compare l'engagement monastique à une prison librement choisie. Et c'est quoi là ces petits arrondis qu'on a au sommet de chaque colonne? C'est l'ouverture circulaire de l'oculus, qu'on appelle en latin l'œil. Voilà, et symboliquement, avec tout ce qui va avec, tout ce que ça signifie, donc en relation avec la lumière, le passage de la lumière. Et lorsqu'on vient ici le matin ou le soir, on a de très beaux disques de lumière qui viennent s'imprimer sur les murs. Est-ce que c'est pas l'œil de Dieu, le côté divin qu'on veut voir représenté dans cette arrondi? Oui, si vous voulez, comme le symbole du cercle symbolise le ciel. Mais à quoi servait cette fontaine exactement? C'est le lavabo.
Donc le lavatorium en latin, donc alimenté par une eau de source à l'origine, mais plus maintenant. Et, je la vois pas. Et donc point d'eau potable, endroit où les moines procédaient au rituel des ablutions. Le fait de se laver les mains et le visage en guise de purification, que ça soit avant d'aller manger dans le réfectoire juste en face ou d'aller prier dans l'église ou autre. Hein. Et ces cannelures, eh bien, vraisemblablement servaient à caler des bouteilles pour les garder au frais. Ah, c'est sûr, on utilise encore cette technique aujourd'hui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Donc, vous entendez les petites gouttes d'eau là. Ah oui, mais la moindre goutte d'eau, produit un effet sonore déjà important. On a de la musique dans le silence qui est en train d'être. Oui, alors tout ça c'est dû à la coupole qui est au-dessus, qui agit comme une énorme cloche. C'est-à-dire qu'imaginez lorsque les 20 robinets 4, 16 en dessous sont ouverts, il y a effectivement un très bel effet de résonance qui s'installe dans l'espace du cloître. Alors quand on sait que les cisterciens ont comme parti pris architectural celui de l'ouïe plutôt que celui de la vue, donc où il est question de faire un grand ménage dans le champ visuel pour mieux mettre en valeur le champ sonore, c'est intéressant. Ça calme en fait ce son de gouttes, on a l'impression voilà. que c'est presque hypnotique auditivement. Quoi. Et c'est un prélude à ce que nous allons trouver dans l'église. Je crois que je vais vous suivre là, ça me donne très envie. Nous voici dans l'église et alors là, elle est réputée mondialement. Pourquoi ? Pour son acoustique extraordinaire. Vous m'en faites la démonstration ? Oui, c'est une des plus belles résonances mondiales. Alors un petit Salve Regina. Salve Regina Mater Misericordiae Vita Dulcedo et spes nostra salve. Mais c'est fascinant. Vous entendez, les notes se poursuivent encore. J'ai l'impression que les sons viennent de partout et que la note dure indéfiniment. Ça dure combien de temps ? Eh bien, alors la résonance se fait sur à peu près une douzaine de secondes, plus ou moins, suivant l'hygrométrie ou la température ambiante. Et à quoi est dû au niveau... J'imagine que l'architecture y est pour quelque chose. Comment se fait-il que cette note soit prolongée aussi longtemps ? Alors écoutez, on n'a pas toutes les réponses, mais une chose est certaine, c'est que ce sont déjà les proportions de l'édifice, et avec une hauteur minimale de voûte qui est en harmonie avec longueur de la nef et largeur du transept. Le côté arrondi aussi, j'imagine. Voilà, bien sûr, la rondeur des voûtes romanes favorise cette longévité du son, cette résonance. L'assemblage des pierres, alors ces pierres qui sont proches du marbre dans leur structure, donc une pierre très dure sur laquelle le son rebondit comme une balle de ping-pong. Et les acousticiens qui viennent faire les mesures du son ici de temps en temps, notamment ceux du CNRS de Marseille, où ils en perdent un petit peu leur latin quand même, parce que on n'a pas toutes les réponses. L'utilisation du nombre d'or dans la construction ne suffit pas à tout expliquer. Et où est-ce qu'on entend une résonance mieux encore qu'ici ? Ça existe dans le monde ? Eh bien, celle du Taj Mahal, qui est en marbre, justement. Et il est évoqué aussi la résonance du baptistère de Pise. D'accord. Qui résonne aussi sur 12 secondes. Et, vous entendez ? L'orage aussi résonne terriblement. Oui. De l'intérieur, on résonne, mais on nous répond en écho par l'extérieur, le tonnerre. Tous les sons du ciel et du dehors s'engouffrent dans l'église. J'ai envie de tenter une petite expérience avec vous, si vous le voulez bien. On va chanter ensemble. Je vais essayer de prendre une tierce au-dessus de votre note et on va voir ce que ça donne. On y va. Allez. J'ai plus de souffle. Et rien que ça, je ne suis pas chanteuse, ça s'entend, je l'avoue, mais c'est quand même... Alors, je sais pas. L'élève dépasse le maître. Vous l'aurez compris, c'est un lieu tout à fait propice à la musique, et ce n'est pas vous qui êtes à l'origine des musicales qui me direz l'inverse, non ?
Absolument, mais il y a eu des concerts bien avant les musicales. Pendant 30 ans, l'abbaye du Toronnais a accueilli un festival, le Festival international de musique ancienne du Toronnais. Et vous, en arrivant avec ces musicales, vous nous permettez de balayer tout un registre musical assez ample, parce qu'on ne se limite pas qu'aux musiques anciennes. Aujourd'hui, on est en 2025, on n'écoute pas que du grégorien ou que de la musique baroque, il faut que l'offre soit large. Par exemple, l'année dernière, nous sommes allés de Guillaume de Machaut jusqu'à Philippe Glass dans notre programmation. Ah oui, c'est très très large. Très contemporain. Et cette année, on est un petit peu moins large que l'année dernière. On va, je dirais, de Palestrina jusqu'à Olivier Messiaen. L'acoustique ici est tellement fabuleuse que même les chercheurs, ceux du CNRS, s'y intéressent. Oui, alors plus précisément, le laboratoire Prisme de Marseille, qui est une émanation du CNRS, nous a demandé de construire un travail autour de l'acoustique de l'abbaye du Toronnais dans l'objectif de proposer des visites guidées à distance, goûter l'acoustique de l'abbatiale à distance grâce à des prototypes construits par le laboratoire Prisme. Mais comment se fait-il que les fenêtres et les vitraux donc, de cette église soient tous aussi étroits? Est-ce que c'était une manière de se préserver des regards indiscrets ou de se protéger de la chaleur ou du froid? C'est dû à l'architecture romane, donc avec la structure de la voûte en berceau, des murs extrêmement épais, il y a une énorme tension sur les murs de part et d'autre, on ne peut pas se permettre d'ouvrir de grandes fenêtres. Évidemment, ouais. Et la lumière suit ici un axe très particulier au sein de l'église. On suit le mouvement du soleil, c'est ça? Oui, tout simplement, du soleil levant au soleil couchant, donc d'est en ouest. Et ce qui est intéressant en hiver, c'est que comme le soleil passe plus bas, il va pénétrer à travers les fenêtres du transept sud. Et quand on vient à la fin de l'hiver et au moment de l'équinoxe de printemps, on a des raies de lumière parfaitement perpendiculaires à l'axe de la nef. Bon, tout ça est extrêmement bien calculé et ça demande des sérieuses connaissances en astronomie. Nous découvrons à présent la salle capitulaire, mais qui faisait-on exactement ici? Alors, salle capitulaire, la salle du chapitre, qui réunissait chaque matin la communauté des moines autour de l'abbé qui siégeait ici au centre. Une courte réunion, histoire de lire un chapitre de la règle de Saint-Benoît, suivi de l'organisation des tâches de travail, les prises de décision, les questions-réponses avec l'abbé. Mais voilà, il ne s'agissait pas de traîner à bavarder. La communauté se confie les uns aux autres chaque matin. Il est question aussi de battre sa coulpe, de dire devant les frères réunis si on a fauté quelque part. C'est peut-être le seul endroit aussi où ils pouvaient parler. En fait. Tout simplement, oui. Mais voilà, l'expression avoir voix au chapitre, c'est bien cela. Et ça vient de là, c'est de droit à la parole, droit de donner son avis. D'accord. Également, comme celle de se faire chapitrer, ça c'est moins rigolo. Donc, c'est-à-dire corriger. Inutile de me montrer comment. Oh, mais alors c'est amusant là, sur les colonnes, il y a des sculptures. Alors que d'habitude tout est très épuré. C'est aussi une particularité de cette salle. C'est le lieu de réunion. Donc forcément plus agencé, plus ouvragé. Chaque image est symbolique. Par exemple, là, les pommes de pin, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, alors la pomme de pin, il y a plusieurs niveaux de symbolique. Si on parle d'une symbolique générale, c'est le fruit à grains. Oui. Ce qu'on retrouve avec le blé, la grenade, la vigne, tous ces fruits bibliques. Un autre niveau d'interprétation, la pomme de pin est une des représentations du fruit de la connaissance. D'accord. Donc lié au principe de vérité, de sagesse. Et la langue de pierre qui est à l'entrée, elle fait parler une langue, parce que ça libère la parole justement ici, c'est ça? Le diable se cache dans les détails. Il y a un petit détail particulier à cette langue tirée. Non, je n'ai pas vu. Quel est ce détail? Elle est fondue. Ah, je commence à avoir peur. Elle est fendue, la langue du diable. Oui, mais alors voilà, histoire de dire on explique ses fautes. Qu'une langue ça peut fourcher, qu'une parole peut être à double tranchant, c'est amusant, etc. Donc il s'agit bien de la tenir, cette langue. Ah, regardez au plafond, là aussi, c'est encore bien travaillé avec des croisées d'ogives là sur ces voûtes. On est toujours dans l'art roman, mais ça rappelle un côté gothique étonnamment. Est-ce que je me trompe quand je dis ça ou pas? Oui, il faut bien penser qu'on est à la même époque de construction de Notre-Dame de Paris. Donc on est dans une période charnière en Provence.
C'est du roman, mais on commence à s'essayer à ces nouvelles techniques qu'on qualifiera de gothique plus tard. Voici une pièce essentielle pour ces moines, puisque c'est là qu'étaient conservés les vivres. Nous sommes dans le cellier. Ici, donc, on a également travaillé donc, les olives et la vigne. Donc, fabrication de l'huile et du vin. Alors, le dispositif le plus ancien, c'est celui-ci, la vasque et le bac en pierre taillé dans le rocher, correspondant au pressoir à huile. Oui. Une cuve à huile de ce côté, une cuve de décantation. Ici, nous avons le reste d'un pressoir à vin du XVIe siècle. Et là-bas, côté sud, eh bien, ce sont les fouloirs qui encadrent la porte, où l'on foulait le raisin au pied. Oui. Ce sont des cuves à trous, tout simplement, qui communiquent directement avec deux grandes cuves de décantation derrière le mur de fond. Vous voyez, les deux déversoirs. D'accord. À la base, D'accord. Et à quoi ça ressemblait ce vin qu'on faisait? Il était réputé pour être un bon écoutez, vin ou pas? Il paraît que c'était plutôt de l'ordre de la piquette. Mais enfin, bon, on peut quand même dire que les cisterciens ont beaucoup développé la viticulture. À quoi correspondent ces trous? Il y avait des poutres qui étaient ici? À l'évidence, oui. Il y avait donc, sans doute un grenier à céréales, comme on voit d'habitude dans les celliers. Moi j'imaginais des viandes qui séchaient comme ça. Ah oui, peut-être. Il pouvait y avoir aussi des systèmes de pendaison, effectivement, pour garder Alors la viande, sans doute pas, parce que la règle de Saint-Benoît prône un régime semi-végétarien où la viande rouge est proscrite. D'accord. Donc la seule viande autorisée, c'est le poisson. D'accord. Et donc ils vont développer d'ailleurs par la pisciculture dans les lieux très irrigués qu'ils investissent. Mais là je remarque qu'il y a quelques cavités et j'ai remarqué à l'extérieur il y a des cheminées. À quoi servaient-elles? Oui, ce sont des cheminées d'aération en fait, tout simplement. Vous voyez, c'est très peu ouvert au rez-de-chaussée. Oui, il y a très peu de fenêtres en effet. Voilà, et donc ça permet d'aérer parce que si c'est pas aéré, la nourriture moisit. Et puis, je vous rappelle qu'on fait du vin ici, donc les vapeurs d'alcool devaient un petit peu... Oui, bien sûr. Mais alors, par contre, ces cuves, elles n'ont été rajoutées qu'à la fin du XVIIe. Elles ne sont pas d'origine. On passe au premier étage et nous voici arrivés dans le dortoir. C'est là où les moines passaient leur nuit. Mais comment étaient-ils répartis exactement? Vous voyez, le dallage vous l'indique, le dallage qui a été restitué. Donc un emplacement devant chaque fenêtre où était mis une paillasse, un lit avec un matelas de paille. Chaque emplacement étant séparé les uns des autres par des panneaux de bois et des rideaux pour l'intimité visuelle. Les fenêtres à l'est sont complètement tournées vers le soleil levant. Et celle à l'ouest vers le couchant. Mais dites-moi, je crois qu'il y en avait un qui avait une place privilégiée, non, parmi tous ces moines? Et oui, devinez qui? Le père, l'abbé? Oui, ben voilà. Donc lui avait sa cellule particulière. Qui est juste là-bas. Juste dans l'angle, austère à souhait, pour aller voir. Mais intime, plus encore, puisque seul dans sa pièce. Voilà. Bon, sachant que lorsque les moines dormaient, il y avait un moine veilleur qui se postait ici, vous voyez, dans l'angle ouvert. C'est comme une tour de guet, un peu. Voilà, dans la cage d'escalier qui mène au clocher. D'accord. Et c'est un moine à tour de rôle qui était chargé de faire nuit blanche pour réveiller les moines, donc avant d'aller prier dans l'église. Le premier des offices a lieu en pleine nuit. C'est-à-dire à 3h du matin? Oui, alors certains le situent vers minuit, 1h, au cœur de la nuit, d'autres à 2-3 heures. C'est au cœur de la nuit que les moines célèbrent leur premier office et symboliquement, on s'éveille dans la nuit pour mettre de la lumière au cœur de l'obscurité. On est à présent sur la terrasse. Quel spectacle fabuleux, une vue plongeante sur le cloître, sur la forêt qui s'étend tout alentour. Et pourtant cette terrasse est plutôt récente, elle date du 19e siècle, elle n'existait pas au Moyen-Âge. Non. Mais cette abbaye n'a cessé d'enchaîner les travaux de restauration à partir du milieu du 19e siècle, c'est ça? Oui, suite au classement de l'abbaye sur la première liste des monuments historiques, établie en 1840 par Prosper Mérimée. Les premiers grands travaux, c'est sur l'église abbatiale, donc menacée d'écroulement, et donc il a fallu d'une part refaire les toitures de tuiles pour l'étanchéité, reboucher de grandes fenêtres qui avaient été ouvertes au XVIIe siècle et qui fragilisaient l'édifice. Également pour le dortoir des moines, dont la voûte s'est effondrée au début du XXe siècle. Mais je crois qu'il y a eu un grand glissement de terrain aussi il y a peu de temps, c'est plus récent. Alors en 1984, donc consécutif aux 50 ans d'exploitation du minerai de bauxite dans toutes les collines alentours, ce qui a fait d'énormes dégâts en sous-sol et provoqué ce
glissement de très grande ampleur qui a constitué une menace d'écroulement pour l'abbaye entière. Donc il a fallu stabiliser l'abbaye à son socle rocheux en insérant des ceintures de béton armé, des micropieux métalliques qui vont très profondément en sous-sol et une galerie de drainage souterraine a été creusée, donc elle ceinture les hauts de l'abbaye. Il y a quand même d'autres travaux qui sont prévus? Oui, alors les prochains c'est pour la terrasse justement. Donc, Attendez, vous me faites peur. Ça va pas s'effondrer là. Bon, déjà le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Donc, tout va bien. Voilà. Mais on a constaté qu'il y a de très grosses infiltrations d'eau dans les galeries du cloître et de plus en plus. Ça inonde le dessous. Voilà, donc il faut réétanchifier la terrasse. Quand je regarde tout autour de moi, on est entouré de forêts, on a de nombreux chênes, des pins. Est-ce que ça a été choisi par hasard, l'implantation de cette abbaye ici, ou justement, précisément, grâce à toute cette végétation autour de nous? Bien sûr que non. Le lieu est idéalement cistercien, donc le creux de vallon auprès de sources, rivières. Le bois, évidemment, il en faut pour fabriquer les charpentes et les échafaudages. Également, donc la pierre, extraite directement sur le site. Et puis suffisamment très isolée. La solitude est extrêmement importante chez les cisterciens. On se retire radicalement du monde extérieur. Oui, tout à l'heure, j'ai sorti mon téléphone portable et je n'avais pas du tout de réseau. C'est normal, c'est à cause de mon opérateur ou c'est pour tout le monde pareil? Plus ou moins, mais enfin, vous voyez, les murs sont un peu épais, jusqu'à 2 mètres d'épaisseur à certains endroits. Et puis, on est dans une cuvette géographique également. Donc tout est propice à la sérénité, au calme, au ressourcement. Complètement. Au ressourcement à tous les sens du terme. On entend le mot source dedans, parce qu'on est entouré, comme vous le disiez tout à l'heure, de sources. Oui, exactement, oui. Si vous souhaitez à votre tour découvrir cette somptueuse abbaye du Toronnais, sachez qu'elle est ouverte toute l'année, tous les jours, à l'exception de certains jours fériés, de 10h à 17h en basse saison et jusqu'à 18h30 en haute saison. Prix de l'entrée 9 €, mais elle est gratuite pour les moins de 26 ans. Et puis vous pouvez aussi profiter d'une visite guidée et thématique. Pour avoir le détail des tarifs, rendez-vous sur le site de l'abbaye, letoronnais.fr.